C'est la toute dernière émission de l'an 2017, mesdames et messieurs. Bonne fête en tout cas chez vous. Nous vous souhaitons en tout cas toutes les bonnes choses pour l'an 2018, l'année des élections, l'année de tous les enjeux. Nous espérons en tout cas que pour cette année qui s'annonce, nous aurons les élections comme au Libéria. Nous profitons donc pour saluer le nouveau président du Libéria, Monsieur Weah, qui a été élu en tout cas avec plus de 60% en tout cas du foot à la présidence. Il a fait un parcours en tout cas élogieux. Voilà, en tout cas nous espérons qu'il y aura aussi une transition pacifique pour notre pays. Pour cette dernière émission, nous voulons en tout cas clôturer Info 7 en toute beauté. Nous recevons une intelligence et pas de moindre de notre pays, Christophe Lutundola, qui est député national et constitutionnaliste, si je ne me trompe pas. Et avec lui, nous allons décortiquer les temps forts de l'actualité de la toute dernière semaine de l'an 2017. Très heureuse de vous recevoir. Merci beaucoup, Paulette. Moi-même aussi, ça me fait plaisir de me retrouver sur ce plateau une fois de plus avec vous. L'actualité est tellement riche. Nous prenons vraiment tout go, le tout premier sujet relatif à la marche. Et bien la marche, en tout cas, ça a eu lieu ce dimanche. Hein. En tout cas, mais nous allons analyser un peu le pourquoi, le comment et les 6 questions de référence par rapport à cette marche-là. Je pense à tous les journalistes qui ont en tout cas travaillé cette année. Rachel Ketita, Pasteur Nigodi, tout le monde qui nous ont fourni des informations à temps réel. En tout cas, merci pour vous. En tout cas, et à tous les reporters de Congo Web Télévision pour ce travail abattu en l'an 2017. Premier condensé. Jour J-2, avant la marche que d'aucuns qualifient d'ultime en cette fin d'année. À l'alternance pour la République, l'heure était ce jeudi à la remobilisation des troupes. Un réarmement moral afin que tous adhèrent à cette action de l'Église catholique. Hormis la mobilisation, la réussite de cette marche dépend également du respect de son caractère pacifique, comme l'explique ici le coordonnateur adjoint de l'AR, Jean-Bertrand Ewanga. Mais nous sommes des chrétiens, nous sommes des croyants. Et l'Église catholique a joué un rôle incontournable pour amener la paix dans notre pays. Vous savez ce qui allait arriver le 19 décembre 2016. C'est grâce à cette Église. Mais l'Église veut qu'on respecte les engagements. Ce qui fait défaut dans le pouvoir de M. Kabila, le non-respect des engagements. Et parce que nous voulons la paix, et l'Église s'investit, et parce que l'Église cherche le bonheur de notre peuple, et nous ne pouvons qu'accompagner l'Église, mais dans la discipline, sans violence, sans énerver quelqu'un, sans piller les biens d'autrui, sans insulter les policiers. Cet appel s'inscrit également dans la droite ligne du message du candidat de l'alternance pour la République à la présidentielle, Moïse Katumbi, lequel a été relayé pour la circonstance. Moïse Katumbi veut demander à tous les Congolais de prendre notre destin en main, de ne pas reculer devant un pouvoir aveugle, un pouvoir sourd, un pouvoir qui défie la communauté internationale, l'Église, le peuple, l'opposition. C'est un pouvoir ivre. Alors c'est très dangereux, le peuple doit s'assumer et ensemble, Moïse Katumbi est convaincu que nous pouvons nous organiser et aller aux élections dans la paix. Occasion pour l'AR de rappeler que Moïse Katumbi est et reste leur seul candidat pour la magistrature suprême et cette plateforme se dit déterminée à veiller à ce que personne ne soit exclu au prochain scrutin. Nous pensons, au niveau de la majorité présidentielle, que c'est vraiment contradictoire que de faire un appel à une manifestation pacifique pour faire partir le président de la République, élu et exerçant ses fonctions sur base de la loi fondamentale, jusqu'en ce moment, jusqu'au jour où il y aura un autre président élu. Et donc, ceux qui appellent la population à pouvoir aller prier, je n'ai aucun pouvoir pour dire le contraire. Parce que communier avec son Dieu à chaque instant, c'est un devoir sublime pour tout être humain. Mais ceux qui veulent
instrumentaliser les chrétiens, particulièrement catholiques, pour les récupérer après l'Eucharistie et les conduire dans un schéma de coup d'État. Ça s'appelle coup d'État. Faire partir un président de la République établi démocratiquement. Ça s'appelle coup d'État. Les conduire, je disais, conduire les chrétiens vers une démarche devant aboutir à un coup d'État, c'est dangereux. Parce que si c'est une marche pacifique, et je suis convaincu que beaucoup de Quinois pensent à une action pacifique, sont de bonne foi, j'en suis convaincu. Mais lorsque derrière des pauvres citoyens, démocrates, il y a des groupes parallèles qui poursuivent une fin de coup d'État, c'est dangereux. N'utilisez pas les pauvres citoyens pour une fin insurrectionnelle. Parce que lorsque les services, l'armée, la police, les services de renseignement ont des renseignements concernant une certaine idée insurrectionnelle, dans tout pays au monde, aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, en Belgique, au Rwanda, au Burundi, en Afrique du Sud, au Sénégal, partout au monde, face à des personnes qui s'organisent malignement pour renverser le pouvoir établi démocratiquement, que font les forces de l'ordre? Les forces de l'ordre vont chercher, s'organiser pour barrer la route à ces rebelles. La voix des sans-voix se rallie à l'appel à manifester du comité laïque de coordination de l'Église catholique prévu ce 31 décembre. Le soutien de la VSV à cette marche se justifie, dit-elle, par le caractère pacifique de cette manifestation. La VSV, qui a toujours prôné la non-violence pour le respect de la dignité humaine, salue l'invitation faite aux manifestants par le comité laïque de coordination de l'Église catholique de ne recourir à aucune forme de violence en évitant de brûler des pneus et des injures, dresser des barricades, en ayant l'élégance dans les propos et en ne se livrant à aucun acte de vandalisme. Face à ce tableau combien reluisant, fixant les règles et autres orientations à observer pour une manifestation pacifique, la VSV estime qu'aucune raison ne saurait justifier l'interdiction et moins encore une quelconque répression des manifestants. Pas de raison d'interdire la marche. La voix des sans-voix exige la sécurisation des manifestants à travers un encadrement efficient de la police. La VSV invite-t-elle les autorités congolaises en général, et particulièrement le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, à privilégier les relations de collaboration entre elles et les acteurs de la société civile, en prenant toutes les dispositions utiles dimanche 31 décembre 2017 pour la mobilisation de la police nationale congolaise, qui d'ailleurs appartient à la population congolaise, en vue d'un encadrement efficient visant à la sécurisation effective des manifestants. La voix des sans-voix demande également à la Cour pénale internationale de suivre de près le déroulement de la dite marche et à s'autosaisir en cas de violation massive et grave des droits humains relevant de sa compétence. Merci Élisée Odia et Ambroise Mamba. Donc Christophe Lutundula, vous avez suivi le point de vue du rassemblement de l'AR et du secrétaire général de la majorité présidentielle. C'est diamétralement opposé. Et moi, je vous attaque d'ailleurs, je commence par ça. Est-ce que, comme dit les Quinois, Christophe Lutundula, je parle en lingala, est-ce que vous autres djembelaté derrière cette coordination des laïcs, vu l'échec des précédentes marches? Tozali ko djembela te, ko sala confusion te, Paulette. Il ne faut pas qu'on oublie que nous avons une constitution
qui a son article, je crois, 26, donne droit aux Congolais de manifester leurs opinions. Hein, et qui est donc chrétiens, non-chrétiens, évêques, non-évêques, chefs de l'État, nous sommes tous des Congolais. À moins de considérer que Tozana Maël était, Tokolina Nouté, nous sommes des immatures, nous sommes des petits-enfants, comme semble dire le président de l'Assemblée nationale, et donc, lorsqu'un Congolais exprime son opinion, il fait du mal. Il n'y a que dans des régimes de dictature que l'on considère qu'une manifestation publique, comme une marche, est une atteinte à l'ordre public, est une tentative de coup d'État, on y reviendra. Donc, il faut dédramatiser les choses, considérer que nous sommes aujourd'hui, depuis quelques années, dans la Troisième République avec une constitution. Ça, c'est d'un. Des deux. Non. On dit que nous avons échoué. Bon. Moi, je vous ai toujours dit, c'est la troisième émission que je fais avec vous, je ne fais pas de la politique politicienne, je ne fais pas de la langue de bois. C'est vrai qu'il y a des choses à dire sur l'opposition. Notre crédit, l'efficacité de nos stratégies, et il y a autant de choses. Mais il faut voir qu'est-ce que vous appelez échec. Nous ne sommes pas une opposition armée. Moi, je comprends les impatiences de Congolais, qui sont les miennes. On n'en peut plus. La souffrance, le pays est au bas de l'échelle. Les institutions sont banalisées, privatisées. Bref, nous sommes la risée du monde. Et on veut vite sortir de cette situation. Mais à partir du moment où on fait le choix d'un combat démocratique, il faut s'armer de patience. Vous avez suivi quand même le numéro 1 de la ville. Ce sont les églises, c'est le comité laïque Christophe Lutundula qui organise cette marche. Plus ou moins 260 églises, mais on l'a corrigé, on a dit c'est 140 églises. Le numéro 1 de la ville a dit qu'il n'a pas les moyens. J'en viens. Il n'y a pas assez de moyens pour sécuriser. La sécurisation de la population, c'est l'objectif numéro 1 de la ville. Est-ce que vous n'avez pas peur aussi, en tout cas, qu'il y ait instrumentalisation des chrétiens? J'en viens. Terminons d'abord la marche. Les évêques ont interpellé la conscience morale de chaque Congolais et la conscience citoyenne. Ils ont dit, debout Congolais, reprenant en fait le mot d'ordre, c'est comme ça que nous considérons, de l'hymne national. Les évêques n'ont pas pour mission d'organiser des manifestations publiques. Il faudra que ce soit clair. En fait, il faut le dire, ce n'est pas l'Église catholique, c'est le comité de laïcs. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Vous me prenez la parole à la gorge. Parce que j'ai entendu de compatriotes qui pasteur, qui je ne sais pas quoi, diaboliser, oui, injurier Monseigneur Monsengo, ça c'est la déchéance morale d'une société. Il y a des structures au sein de l'Église. Moi, je suis protestant catholique. Et c'est le comité laïque de coordination reconnu par l'archidiocèse. Il y a un acte de reconnaissance qui a prolongé... Reconnu par le Vatican aussi? Bon, l'organisation de l'Église catholique, pour peu que je sache, hein, je ne connais pas tellement, c'est que chaque diocèse a une autonomie et a ses structures. Vous comprenez? Donc à ce stade, on ne mêle ni le Rome, ni la SENCO. Il faut voir les règles de fonctionnement de l'Église. Et le comité laïque de coordination a prolongé l'appel des évêques, veut lui donner un contenu matériel opérationnel. Et ils ont été clairs, Paulette. Ils ont fait une mise au point il y a 2 jours. Ils nous ont vus, nous, de la classe politique et de la société civile, pour nous dire clairement ceci. Quelle classe politique? Parce qu'on dit qu'ils ne voient que l'opposition. Est-ce qu'ils ont vu la majorité présidentielle? Non, moi, je sais qu'ils ont entrepris une démarche. Ils n'ont rencontré que ceux qui ont voulu les rencontrer. Nous, en tout cas, on l'a rencontré. Ce n'est pas mon problème, c'est de savoir ce que les autres ont dit ou non. Ils ont été clairs. Messieurs, nous nous adressons aux chrétiens. S'il vous plaît, pas de drapeaux, pas de t-shirts, pas de signes distinctifs de vos partis. Si vous n'êtes pas disposés, restez chez vous. Mais vous venez, nous vous prenons comme chrétiens. Pas de violence, pas d'injures, tout. Il y a des papiers, c'est publié. Je n'invente absolument rien. Et moi, demain, je serai avec mon épouse, avec mes enfants, je ne sais pas, les membres de ma famille. Vous n'avez pas peur des représailles, comme l'a dit Obem Minakou, il y a risque insurrectionnel, parce qu'ils ont eu des informations selon lesquelles il y a risque de coup d'État. Je reviendrai sur ça. Je reviendrai sur ça. Donc, n'enlevons pas à la démarche du comité laïque son caractère républicain et démocratique et constitutionnel. Vous avez parlé de Kimbuta, du gouverneur, je m'excuse. Moi, je suis un républicain, je respecte des institutions.
Mais c'est grave. Vous savez, je crois que c'est Montesquieu et John Locke qui disaient que nous n'avons d'État que pour nous sécuriser. La première mission régalienne de l'État, c'est de sécuriser les hommes et les femmes et leurs biens. Moi, je suis fils d'un agent de la territoriale. Comme vous, votre papa a fait de la politique, un haut responsable politique. Je m'excuse de vous prendre, pas par les sentiments. Je sais ce que c'est que l'État. J'ai grandi, je suis né dans l'État. J'ai fait le droit. Je suis un ancien magistrat. Je suis député. Est-ce qu'il est concevable dans un pays qu'un gouverneur de province qui a administré Kinshasa pendant 11 ans puisse se dire qu'il n'est plus capable de sécuriser les citoyens? La vérité. Non, non, mais attendez. Le mal est en ceci. C'est que nous n'avons pas des institutions. C'est que nous n'avons pas de gouvernants. Imaginez, Paulette, chez vous à la maison, vous dites aux enfants, je ne suis pas en mesure de vous protéger, je ne suis pas en mesure de vous nourrir. Mais vous avez failli à votre mission. Et la loi, je suis législateur depuis plus de 20 ans. La loi a été conçue pour que chacun assume ses responsabilités. Vous comprenez? Donc je dis au gouverneur de la ville de Kinshasa que j'ai peur. J'ai peur aujourd'hui qu'on me dise qu'on ne peut pas me sécuriser. Ceci dit, Paulette, comment on sait à l'avance qu'il y aura des grabuges? Nous avons... Ils ont eu des informations. J'en viens. Il a dit qu'il y a des informations. Le service de sécurité que vous avez récupéré cela. Il y a des armes qui circulent et tout ça. Et que demain, vous risquez de faire un coup d'État. Comme au Burkina Faso. Attendez. Allons calmement. Vous risquez de me désorienter. Mais nous avons reçu le président Tshisekedi, non? Des millions de Congolais. Nous avons été à l'esplanade du stade de Martyrs. Des millions. Est-ce qu'il y a eu même un stylo cassé? Ça n'est pas tout. Félix part à Lubumbashi, le même discours, on l'a empêché de rencontrer la population. Mais il revient ici, 3-4 jours après, parce qu'on ne voulait pas créer de problème à l'arrivée d'une Américaine, Nikki Haley. Félix est arrivé, est-ce que vous avez appris qu'il y a quelque chose? Nous, les parlementaires, les députés précisément, je suis de cela, vous avez vu les images. Il y a une semaine, nous avons marché sous la pluie, avec des compatriotes. On est venu avec eux, on est entré au palais du peuple, on a parlé avec eux, on les a encadrés, ils sont sortis. Je prends un témoin du général Kassongo. Comment sait-on à l'avance qu'il y aura des grabuges, des casses, alors qu'il s'agit de nous? Parce qu'ils ont eu des informations, c'est là le Alors fait. maintenant, l'intervention l'intervention du président Minako. Je suis très peiné. C'est le président de l'Assemblée nationale. Dans la hiérarchie protocolaire, il vient immédiatement après le chef de l'État. Dans leur structure politique, je viens de là. C'est la deuxième personnalité de la majorité présidentielle. Donc, quand Minako parle, c'est Kabila qui parle. Imaginez-vous un seul instant que le Zégon de la République passe à la télé, dans les médias, qui nous parle pour la deuxième fois, n'oubliez pas, il y a quelques mois, ça fait peut-être 5-6 mois, sur les antennes de RFI, le président Minako a tenu le même discours de coup d'État. C'est la deuxième fois. Imaginez-vous que le président Kabila, ou celui qui tient lieu de son second, passe à la télé et dit aux Congolais qu'il y a des armes qui circulent, qu'il y a de coups d'État. Mais extrêmement grave, Paulette. À sa place, il ne l'aurait pas fait. Il doit s'expliquer en ce moment-là. Et il dit comment? Il dit en qualifiant ce qui est d'ici des manifestations. C'est des rebelles? Mais alors, vous prenez. Le mot est clair, il a dit c'est excessif. Vous êtes comme des rebelles. Oui, c'est excessif que le président de la représentation nationale, les égons dans les rangs de la majorité, s'il vous plaît. Là, il parle comme SCG de la majorité. Non, j'en viens. Non, je ne fais pas des nuances. J'en viens. Je ne fais pas des nuances. Vous me prenez la parole à la gorge. Paulette, l'article 79 de la Constitution interdit, vous allez me dire, pas au président des chambres, mais je voudrais qu'on développe un raisonnement, interdit au président de la République, aux membres du gouvernement, d'occuper des charges au sein des organisations politiques. Je vais vous dire déjà à l'avance que pour nous, les G7, nous arriverons au pouvoir, on va généraliser ça à tous les responsables politiques. C'est-à-dire qu'au fond, quand vous avez une charge publique de ce haut niveau, même par éthique personnelle, vous devez faire un effort de détachement. Parce que quand il est là, ces deux personnes en une
Vous êtes intellectuel. Mais permettez. à l'époque, Vital Kamerhe avait quitté ce poste de secrétaire général. Mais alors, vous ne faites que m'appuyer. Vous ne faites que m'appuyer. Vous ne faites que m'appuyer, Paulette. Pourquoi Aubin Minakou, on ne le fait pas partir? Mais c'est ça là. Mais là, il parle maintenant en tant que qui? Je suis content. Ça prête à confusion, Paulette, ça prête à confusion. Paulette, je suis content que vous puissiez m'appuyer. Ce n'est pas seulement une question de confusion. Même dans la direction des travaux de l'Assemblée nationale. Quand est-ce que M. Minakou est président d'une institution qu'il appelle lui-même temple de la démocratie, et quand est-ce qu'il est président de secrétaire général de la majorité présidentielle? Une petite parenthèse. Lorsque, au début, les députés du G7 sont reçus par le président Minakou dans la salle des banquets, nous lui disons, mais président, faites un effort pour que vous restiez au milieu du village. Parce que dans vos fonctions, il y a des exigences. Vous savez qu'en Grande-Bretagne, le speaker de la chambre de commune, dès qu'il est élu, il démissionne de son parti. Ses adjoints ne démissionnent pas, mais ils n'ont plus de lien avec le parti. Parce que la République, c'est la neutralité, c'est la laïcité, c'est l'église au milieu du village. Vous comprenez? Et qu'est-ce que le président Minakou nous dit? Mais c'est connu de tout le monde, je suis secrétaire général de la majorité. Je n'ai pas de cadeaux à vous faire, c'est de bonne guerre, mais c'est grave. Et quand il parle de rebelles, Paulette, nous sommes en RDC. Vous n'êtes certainement pas de mon âge, mais on n'est pas loin. On a connu des rébellions dans ce pays. Ça veut dire quoi? Lui qui est l'adjoint du chef de l'État, il donne l'exemple de forces de l'ordre, il a cité certains pays, quand il y a rébellion, il y a des rebelles, il se prépare pour affronter. Indirectement, il donne l'ordre. Ah, c'est qu'on vous attaque. Mais voilà. C'est ça? Vous me prenez la parole à la gorge. Donc, en fait, ce dimanche, pourrait y avoir 20 décembre? Je ne le crois pas. Surtout, je ne le souhaite pas. Et nous faisons, vous permettez pour terminer la question, nous faisons un effort, nous du G7, dans toutes mes interventions, comme porte-parole du G7, je ne fais que prodiguer des conseils à tout le monde. Qui est derrière ça? Est-ce que c'est Moïse Katumbi? Parce que c'est lui l'argentier. Hein? On a envie de dire que c'est Moïse Katumbi. Comme il ne peut pas parler de visu comme ça, il utilise la coordination des laïcs pour faire passer son message. Dites-nous la vérité. Qui est derrière cette J'en viens. Je termine ce que je disais. Je conseille au président Minakou d'éviter des excès. Je voudrais mettre ça sous le compte d'un excès de zèle de militantisme ou même de la course au Dauphinat, à la succession. Mais lorsqu'on est en gestion des affaires d'État, en période de haute sensibilité politique, il faut prendre des réserves sur un nombre de choses. Alors, revenons sur ce que vous dites. Non, madame. Je vous ai dit un jour ici, Paulette, ou à votre concert Élysée, qu'il y en a qui souffrent de la katumbite. Wow. Une maladie qui consiste à avoir Katumbi partout. Katumbi est à des milliers de kilomètres. Je vous ai dit aussi que oui, Katumbi a son argent. Mais son argent, même vous, même avec vos propres enfants, vos frères, vous pouvez avoir des millions. Vous dites, je ne vous donne pas, je ne vous donne pas. C'est son argent. Quand on commence à voir l'obsession de Katumbi et on commence à le voir partout, il y a deux choses. La première, on a du mépris pour les Congolais, que l'on considère comme des petits-enfants, qui n'ont aucun discernement. Nous, en G7, on respecte les compatriotes. Deux, je comprends. C'est la peur. Et quand on a peur, on est anesthésié. On n'avance pas, on ne gagne pas. Moi, je veux que tous les Congolais gagnent. Deuxième condensé, mesdames et messieurs, c'est entrer à la loi électorale. J'ai un constitutionnaliste avec moi. Nous aurons en tout cas plus d'amples détails par rapport à cette loi électorale qui a déjà été promulguée par le chef de l'État. Donc, d'ailleurs, Actualité CD nous a donné une information. Eh bien, les machines à voter arriveront probablement l'année prochaine, déjà vers janvier 2018. On votera avec les machines à voter, là, affirmé qu'on a Inanga. Donc, plus de détails dans ce deuxième condensé. Pour nous, M17, nous avons constaté que le législateur a lui-même autorisé la violation de la Constitution. Pourquoi j'ai dit qu'ils ont accepté de violer de manière intentionnelle la Constitution? Parce que la machine à voter ôte
l'opération électorale de la souveraineté du Congo. Étant donné que la programmation et les mécanismes même de fonctionnement de ces machines à voter n'est pas une technologie congolaise. Parce que cette machine à voter ôte les rôles essentiels des témoins dans les bureaux de vote et d'avoir les PV après les dépouillements. Donc, nous sommes surpris que le procureur général près de la Cour constitutionnelle n'ait pas eu l'état de se saisir de ça pour examiner si cette loi électorale est réellement conforme à la Constitution. Donc pour nous, nous pensons les combats actuels, comme le législateur lui-même a dérogé en voulant de manière intentionnelle à violer la Constitution, il va de soi que la CENI accepte aussi que chaque parti politique puisse faire venir des experts venant des pays qui maîtrisent cette technologie-là, des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne. Christophe Lutundula, nous avons suivi Kikukama par rapport à la machine à voter, donc et entrer indirectement à la loi électorale. Corneille Nangaa l'a affirmé, les machines à voter arriveront incessamment, donc probablement au mois de janvier. Et comme la loi électorale a été promulguée, donc on votera avec la machine à voter. Donc pour vous, les dés sont jetés. Hein. Vous allez porter toujours plainte à la Cour constitutionnelle, Christophe Lutundula? Je crois qu'il faut faire une remarque là. La question de la machine à voter est un des éléments du processus électoral. Mais nous, quand nous parlons de la Cour, nous parlons d'autre chose. Parler du seuil de représentativité. Mais on va y revenir. Je préfère prie. Répondre à votre question. Oui. La machine à voter, à mon sens, pose un certain nombre de questions. Moi, je n'ai pas un a priori sur ça. Où est-ce que c'est déjà utilisé, cette machine à voter, selon vous? Est-ce que vous avez des... Mais c'est tout cela. C'est dans d'autres pays, c'est déjà utilisé? C'est tout cela l'ensemble des questions. Tout cela l'ensemble des questions. Et d'abord, commençons par le commencement pour les téléspectateurs. Lorsque vous lisez la loi électorale, je fais remarquer que, contrairement à ce que les gens pensent, il a toujours existé une loi électorale. Nous l'avons actualisée. Rappelez-vous ce qui s'est passé en janvier 2015. Donc, ne donnons pas l'impression qu'il n'y a jamais existé de loi électorale. Donc, ce n'est pas à chaque élection une loi électorale? Non, on actualise. Et ce travail a été fait. Je voudrais dire également que ce qui nous est resté, c'est deux choses. L'annexe portant répartition de sièges au niveau de l'Assemblée nationale et l'annexe portant répartition de sièges au niveau des assemblées provinciales. C'est ce qui était resté. Et cela, évidemment, on ne peut avoir ces documents fondamentaux que lorsqu'on aura terminé les enrôlements, nettoyé le fichier électoral et eu exactement le nombre d'enrôlés. Donc, il n'y avait plus rien à faire. Les amis ont amené des réformes pour des raisons que l'on pourra aborder tout à l'heure là. Et là aussi, je voudrais dire à mes compatriotes, il y a quelque chose d'extraordinaire. Rappelez-vous, Paulette Kimuntu, à l'époque, il y a eu des manifestations avec mort d'hommes. Le 20 et le 21 janvier, si je me trompe, 19-21 janvier, oui. Et au Sénat, le président du Sénat a parlé, il dit, la rue a tranché. C'était sur le recensement. On voulait, ceux qui sont venus avec la loi, voulaient que le calcul de quotient électoral soit fait en fonction du nombre d'habitants, ce qui subordonnait les élections à la fin du recensement. Et à la même occasion, pratiquement le même jour, tard la nuit, le président Minakwa a fait une conférence de presse, parce que c'est nous qui avons voté le premier la loi, pour dire, ok, nous acceptons ça. Mais vous savez ce qui s'est passé. Le président de la République a promulgué la loi qui ne reprenait pas le compromis trouvé
après les manifestations. Donc, les députés, vous trichez, c'est quand même grave. Si les je députés nationaux... pas l'expression. Ah, moi j'ose le dire, vous trichez. Pas l'expression. Vous manigancez, c'est pas... Mais tout comme. C'est horrible. Donc, lorsque la loi sort... Horrible la de disposition, nous dire ça aujourd'hui, que rien n'a été changé malgré les morts des Congolais. Permettez. La disposition subordonnant les calculs du quotient électoral au recensement, au nombre d'habitants, était maintenue. Et nous, on a été surpris. Quand on nous a amené la loi dernièrement pour travailler, on dit mais comment? Est-ce que vous ne lisez pas ces textes, c'est quand on envoie ça au chef de l'État, Christophe Lukundula? Quand c'est fait, c'est le bureau qui transmet ça au président. Pas on ne vous donne pas pour une deuxième lecture? En tout cas, c'est lorsqu'on transmet la version au président, non, ça vient après commission paritaire, on vote et parfois vous suivez le vote vous-même. Hein. C'est pas qu'on lit systématiquement. Mais ce qui est vrai, j'utilise l'expression, il y a eu de la tricherie. Bon, parenthèse. Alors, donc, je tenais à faire au préalable cette remarque-là, qu'il n'était resté que les 2 annexes. Bon, venons-en à la machine. On va revenir sur le seuil. Voici les questions que pose la machine. Première question d'ordre légal. Dans la loi électorale actuelle, il est dit que le vote est manuel ou par électronique. C'est ça la machine à voter? Première question. La machine à voter, on la situe où? Est-ce un vote manuel? Est-ce un vote électronique? Manuel, électro-manuel. Je m'excuse d'éclater de rire sur le plateau de la télé, mais c'est tellement risible qu'on ne peut pas s'empêcher de rire. Donc, la question de la base légale, elle se pose. Prenons comme ça l'idée qu'on considère que c'est une modalité de vote manuel. Mais il faut que ça soit prévu dans la loi. Ce n'est pas une simple question d'administration. Parce qu'on nous dit que non, quand on discutait à l'Assemblée, dans une petite équipe de négociation, majorité, opposition, alors que bon, en fait, ils faisaient de la comédie, parce que dans l'entretemps, les travaux continuaient en plénière. Et on nous a dit non, c'est pas un problème, et d'ici, c'est un problème de la CENI. Le président de la CENI va prendre des mesures administratives et des dispositions. Non! Pour que les dispositions soient prises, il faut que l'option est élevée. Et les techniciens en la matière, moi je ne suis pas technicien, je respecte la science, je n'aime pas parler des choses que je ne maîtrise pas tellement. Mais les techniciens nous disent qu'en fait, à partir du moment où vous digitalisez les opérations, où il y a la retransmission par oui, et tout ça, mais je ne sais pas, c'est pas s'il n'y a pas d'électronique. Quoi qu'il en soit, il y a le problème à ce niveau. Est-ce manuel? Est-ce électronique? Le vote électronique, dans la loi actuelle, n'a pas d'application dans ce processus. C'est prévu dans la loi. Donc, qu'on ne nous dise pas que c'est une... Alors, revenons. Non, attendez, vous avez posé des questions. J'ai suivi Kikou Kama, il a eu des choses intéressantes. Il se pose encore un problème. Les témoins. Si vous dites que c'est un agent de la CENI qui doit vous assister pour vous indiquer comment manipuler, mais le secret du vote, c'est légal, c'est constitutionnel. Si vous dites que c'est quelqu'un qui vient avec son témoin, son assistant, comme dans le passé, ben, il faut apprendre à ces messieurs de manipuler la manipulation. 2 345 000 km Congo, ça c'est la RDC. On nous dit 45 millions d'habitants, d'enrôlés. Ça c'est la RDC. Et le temps, il est où? Et les prix, les marchés, il y a toute une série de questions. Maintenant, tout est opaque avec ces machines à voter. Nous faisons un peu de la pédagogie, ok? C'est 3 votes en un temps. Vous entrez, vous votez le président, les députés provinciaux, les députés nationaux. Tout calcul fait, 500 personnes par bureau de vote. Le vote va commencer jusqu'à 8h, 17h. On n'aurait qu'au grand maximum, j'arrondis, 2 minutes. Donc il y a risque de se tromper, Oui, et comment ça va se faire? Moi, je suis positif. Je dis, oui, on nous a dit qu'à Kinshasa, il y avait des bulletins libres. Je crois à Lubumbashi, dans d'autres villes. Pourquoi, ça c'est moi qui dis ça, ça n'engage que moi, ne pas dire, écoutez, nous allons procéder par une période d'essai. Pour ce scrutin, nous allons nous limiter à la facilitation du vote à Kinshasa, à Lubumbashi, et en ce moment-là, on a le temps d'expérimenter cet instrument. Et en ce moment-là, l'observation électorale nationale et internationale va se concentrer sur ces quelques villes pour voir exactement
comment ça va se passer et le training, l'apprentissage pourra se réduire. Vous voyez ça? Par rapport au seuil de représentativité, pourquoi ça pose problème? Alors, donnez-moi le temps de vous parler du seuil. Vous avez peur, vous, de ne pas avoir, non, je vais vous de dire ne pas être réélu, Christophe? Je vais vous dire, oh, moi, comme je n'aime pas parler de moi, je ne suis pas venu vous parler de moi. Alors, c'est mais pourquoi ça fait peur? Pourquoi vous vous levez contre cette loi? Attendez là-bas. Je voudrais rassurer vos téléspectateurs qui aiment beaucoup votre émission, et vous-même, pour le G7, ça ne pose aucun problème. Vous savez pourquoi? Nous sommes dans la dynamique d'intégration. Nous sommes une plateforme qui fonctionne en réalité comme un parti avec un président, des vice-présidents, comité exécutif et bureau politique. Bref, nous sommes comme une confédération des partis politiques. Donc, pour nous, le seuil ne nous pose pas un problème particulier. Il faut que les gens le sachent. Et ça nous permet de mutualiser nos moyens, nos efforts et nos visibilités politiques. Donc, ce n'est pas ça le problème. Mais c'est d'abord un problème de principe. Bon, de quoi s'agit-il? Brièvement, parce que vraiment c'est très important. Vous êtes Paulette Kimuntu à la Tchango. Vous vous présentez, vous avez 50 000 voix. Moi, je me présente ici, j'ai 15 000 voix, et puis. Au moment de la répartition, disons, Colette, vous avez 50 000 voix, mais est-ce que votre parti, sur l'ensemble du territoire national, a eu autant 1%? Bon, si on prend 45 millions, 1%, c'est 450 000. 80%, ça vous fait 36 millions, ça vous fait 360 000. Il s'avère malheureusement que peut-être son parti, sa plateforme, n'a pas 350 000, 450 000 voix. On dit, merci beaucoup madame, prenez vos voix, allez avec. Tel monsieur est du PPRD, parce qu'ils ont les moyens de l'État. Il a 2000 voix, mais le PPRD a au moins 450 000 voix. On lui donne votre place. C'est cela. Alors, ça tue les indépendants, comme on dit, ou... C'est ça le problème, et je vais y arriver. Ça pose un problème constitutionnel, parce que l'article 101 de la Constitution, j'ai la Constitution, je peux la lire. Oui, attendez, je vais vous 101. donner 101. Attendez, vous pouvez le lire, hein, parce que... j'aime bien. Voilà, lisez tout la texte. L'article 101, voilà. Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député national. Ils sont élus au suffrage universel, direct et secret. Les candidats aux élections législatives sont présentés par des partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendant. Voilà. Chaque député national est élu avec 2 suppléants. Arrêtons-nous là. Voilà. Arrêtons-nous là. Ça veut dire quoi? Il y a 3 catégories de candidats admises, de 3 catégories, par la Constitution. Liste de partis, liste de regroupement et indépendant. OK? L'indépendant, il est candidat pour une élection à une seule circonscription. Première question. Nous posons la question à ceux qui ont amené les seuils. Comment va-t-on calculer les seuils nationaux ou provincial, ou même urbain ou local, pour quelqu'un qui n'est candidat qu'à une seule circonscription? Comment on va calculer? Parce que lui n'a que le voix de sa circonscription. Les seuils demandent qu'on additionne pour le national. Pour tout le territoire national, les voix exprimées, parce que la province c'est 3%, pour toutes les voix exprimées dans la province, dans la ville, et ainsi de suite. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en réalité, cette disposition constitutionnelle est mise à l'échec. Parce qu'il y a une catégorie qui, du fait de l'impossibilité absolue pour l'indépendant d'avoir un seuil, cette catégorie est écartée. C'est ça le problème constitutionnel. C'est ça le problème constitutionnel. Nous avons dit aux amis, dites-nous comment vous allez calculer les seuils pour un indépendant. On ne nous a pas donné la réponse, il n'y a pas eu de réponse. Comment cette loi alors est promulguée sans toutes ces réponses? Moi, je reviendrai. Si j'étais le président de la République, j'aurais dû me comporter comme suit. Parce que l'article 161 du président lui permet de saisir la Cour avant de promulguer la loi. J'aurais pu demander à la Cour, éclairez-moi, il y a eu débat à l'Assemblée, on parle. Parce que le chef de l'État, c'est ça. Hein? C'est ça sa mission. Garant de la Constitution, garant de la nation. De serment, je laisse le terme garant de la nation qu'on a emprunté à la pratique institutionnelle française. Et le président aurait dû être conforté par un avis de la Cour constitutionnelle avant de promulguer la loi. Il ne l'a pas fait. Il a répondu
au vote de ce partisan, parce que c'est la majorité qui a voté. Le président s'est comporté comme membre de la majorité et autorité morale de la majorité et du PPRD. Pas comme chef de l'État. Non. Alors, revenons à ce qui est plus important. Je m'excuse beaucoup. Donc, le problème constitutionnel, c'est celui-là. On ne peut pas écarter les indépendants. Alors, j'entends parler, j'ai entendu le rapporteur de la CENI qui a dit, M. Kalamba, que oui, mais les indépendants, ils ont des circonscriptions à 1 siège. Ils peuvent ne pas aller dans les circonscriptions à 2 sièges. Mais ça procède de quelle loi, ça? Quelle est la base juridique qui dit que quand vous voulez désormais être indépendant, il faut aller là où il y a un siège? Mais ça, ce sont des hérésies juridiques, ce sont des choses insensées. Dans la loi, ils ont mis une nuance. Je vous parle honnêtement. Ils ont dit que voilà, dans une circonscription, si vous avez la moitié du suffrage exprimé, on ne vous applique plus des seuils. Mais de quel principe de droit? Ici, on applique le seuil, là-bas, on n'applique pas. Vous voyez, un deuxième problème des seuils. Je vous vois impatient pour me poser des questions, mais il est important, je ne fais pas un exposé. Nous sommes sur la liste, ok? Vous avez votre parti, moi je l'ai mis, ainsi de suite. On calcule, nous avons les seuils, vous êtes élu, je suis élu. Mais on entreprend mon élection devant la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire qu'on introduit un recours contre moi. Je suis invalidé, ou mon parti, le premier, il est invalidé. Le seuil perd le voix que j'ai gagné, que mon parti a gagné, et vous n'avez plus les seuils. Compliqué tout ça. Hein? Vous n'avez plus les seuils. Alors, vous perdez votre siège. Parce que moi, je vous apportais le seuil. J'espère qu'avec ça, vous allez peut-être revoir voilà un cette loi. problème. On peut continuer aussi. On nous a dit, Paulette, que le seuil permet de réduire le nombre de partis politiques. De réduire et le coût aussi. Hein? Tout ça entre en ligne de compte. J'ai eu à parler avec vous ici. Je suis content parce que vous êtes mon témoin. Que moi, j'ai toujours été pour le recentrage de notre système politique autour des grands courants de pensée. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai adhéré, j'ai été parmi ceux qui ont créé le G7. Ce n'est pas mauvais, c'est idéal. Mais il faut tendre vers l'idéal en maîtrisant le réel. Voilà. Donc, s'il vous plaît. Vraiment, nous devons... C'est ça, il faut... C'est important. Oui, je vous en prie, en quelques poussées de secondes. Ça ne va pas résoudre le problème. Vous savez pourquoi? Parce qu'un parti peut agir autrement. Il est dans une plateforme, comme il peut se limiter au niveau provincial ou local. On n'a pas dit que le parti qui n'a pas le seuil est supprimé. Et le seuil est généralement utilisé dans beaucoup de pays, pas pour éliminer les partis, mais pour rembourser les frais. Les frais engagés aux élections. On dit qu'il faut avoir tel seuil pour qu'on vous rembourse. Mais ici, on nous raconte des histoires. Voilà. Nous aurons plus d'amples, en tout cas, informations, mesdames et messieurs, par rapport à cette loi électorale, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à éclaircir par rapport à cette loi. Nous prenons autre chose. Eh bien, c'est ça, Info 7. Nous devons passer en revue l'actualité de la semaine. Eh bien, le conflit, les réactions de conflit entre Tchibala et Olengakoy. Et puis, nous allons parler, évidemment, de la visite du Premier ministre au sinistré dans la commune d'Ndjili. Nous disons simplement que c'est une blague de très mauvais goût. Bruno Tchibala ne peut pas être en conflit avec n'importe quel membre, pas seulement le président du CNSA, M. Joseph Olengakoy, mais avec n'importe quel membre du rassemblement. C'est quelqu'un qui a la maîtrise de rapports relationnels, de rapports sociaux avec tout le monde. Donc, quand bien même que certains comportements des collègues, des camarades pourraient le pousser à atteindre ce niveau, mais en bon père de famille, en doyen aujourd'hui de toute l'opposition, il va faire montre de sa maturité. Donc par votre micro, je vous affirme que le Premier ministre Bruno Tchibala, porte-parole du Rassemblement, est en bon terme avec tout le membre du Rassemblement. Tout le membre du Rassemblement. Pas seulement M. Joseph Olengakoy, mais tout le membre du Rassemblement, parce que c'est un bon père de famille. Nous sommes dans la commune de Ndjili. Ici, le numéro 1 du gouvernement vient fêter avec les sinistrés de l'érosion de la route Sekomaf. Bruno Tchibala a remis à chaque famille une enveloppe consistante, du riz et de vivres frais pour les festivités de fin d'année. Le Premier ministre parle de sa visite. Ce n'est pas une occasion pour moi de faire de longs discours, mais je voudrais simplement vous dire
que par rapport à ceux qui avaient été victimes de ce sinistre, en perdant maison et biens, au nom du gouvernement, j'ai songé à eux. C'est ainsi que je vous annonce que j'apporte pour les sinistrés. Ce n'est pas beaucoup. Comprenez le temps. Il y a toutes sortes de difficultés de trésorerie. Nous nous employons à faire face à la situation financière désastreuse que nous connaissons. Voilà pourquoi, bien qu'on aurait souhaité faire mieux que ça, mais il s'agit d'exprimer et de témoigner la solidarité. Face au geste posé par le Premier ministre Bruno Tshibala, le représentant des sinistrés n'a pas manqué d'exprimer le remerciement à l'endroit du chef du gouvernement congolais. J'en suis très reconnaissant et très ravi, dans le sens qu'il nous avait promis et puis vient de le réaliser. Nous sommes très contents et nous souhaitons à ceux qu'ils puissent toujours le faire, non pas seulement chez nous ici, mais chez tout le monde, là où il y a des difficultés, où il doit être toujours compatir. C'est une assistance tout simplement à cause des festivités et non pour la réhabilitation de nos maisons. Nous attendons en même temps que très prochainement, il ne manquera pas de revenir encore pour nous aider à ce que nous réhabilitons nos maisons. La cérémonie s'est déroulée à la maison communale de Ndjili. Bruno Tshibala a profité de cette visite pour se rendre compte de l'évolution des travaux de réhabilitation de la route Sekomaf au quartier neuf. Il s'est dit satisfait de la qualité de travaux exécutés par l'office de route. Christophe Lutundula, aujourd'hui il y a plusieurs UDPS. Aujourd'hui, la toute dernière, c'est l'UDPS El Tshibala. Est-ce que pour vous, l'UDPS aujourd'hui, c'était quand même un grand parti, vous l'avez connu, vous l'avez aussi combattu, entre guillemets. Est-ce que l'UDPS n'est pas en train de perdre de son essence aujourd'hui? Quand un leader meurt, le leader d'un parti meurt, son parti se meurt. Est-ce que votre parti subira aussi le même sort, Christophe Lutundula? Bien, je voudrais d'abord vous demander d'accepter qu'on revienne à un moment donné sur le seuil et la loi électorale. On y reviendra par rapport même à la création des partis comme ça. Parce que... Donc c'est ça. Non, vous avez combattu l'UDPS, bon, c'est pas grave. On ne va pas réécrire l'histoire. Bon, si on prend, prenons un exemple pratique. S'il vous plaît, par rapport à ça. Si vous considérez l'UDPS comme un groupe d'hommes et de femmes qui ont accepté de porter le fardeau du combat pour la démocratie. J'ai toujours le plus grand respect pour les hommes du PS. Il est évident que je n'ai pas toujours été d'accord avec eux, avec leur méthode, leur vision. Ça c'est très clair. Depuis que j'ai commencé la politique, j'ai ma façon d'être, de vivre et d'agir. Christophe, prenons un exemple pratique. J'aimerais bien par rapport à cette... Il y a aujourd'hui 4 UDPS. Prenons un exemple pratique. UDPS Félix, UDPS Tshibala, UDPS de celui du Katanga, le nom m'échappe, Kibasa, et tout ça. Par rapport à cette seuil des représentatifs, est-ce que cela ne va pas perturber une maman, par exemple, qui veut voter UDPS aujourd'hui? Comment elle va faire, la pauvre? Elle a 4 UDPS. Qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que c'est UDPS. Est-ce que c'est pas un peu de la triche, tout ça? Oui, je joins ça à la première question que vous posez. Je suis peiné de voir jusqu'où nous a amené le galvaudage du système démocratique dans notre pays. Avec un petit recul, parce qu'on nous donne des leçons aujourd'hui. Vous avez suivi ce qui s'est passé aux élections, je crois, de 2011, où le PPRD s'est démultiplié. Je dis, avec vous d'ailleurs, encore une fois, que c'est en ce moment-là qu'on a commencé à humilier la pensée démocratique, humilier le modèle démocratique. On a multiplié, et à l'Assemblée nationale, vous ne savez pas, sur 14 groupes parlementaires, il y a environ 6 qui sont de PPRD. Vous voyez, c'est la même logique. Dédoubler les partis, le G7 est victime. Sur tous nos partis, les 7, il n'y a que moi seul qui ne suis pas, mon parti plutôt, pas moi seul, mon parti qui n'est pas dédoublé. C'est la même logique. Ceux qui ont le moyen d'État, abusant de faiblesse, il faut le reconnaître, des acteurs politiques, sont en train de détruire notre démocratie. On l'applique à l'UDPS, mais il faut que les gens du PPRD sachent
que ça va s'appliquer à eux. C'est parce que le président ne sera plus candidat. Vous en êtes sûr? Je suis sûr. Là, on ne sait pas. Ça, la seule certitude que nous avons, c'est la mort. Hein. On ne sait jamais en Afrique. On ne sait jamais en Afrique. Le Burundi, le Rwanda, le Congo-Brazzaville, on n'est pas très sûr. Le président n'a encore rien dit par rapport à ce sujet. Encore une fois. Il n'a encore rien dit. Encore une fois. Je prends un témoin. Ce ne sont pas des modèles. Vous ne pouvez pas à la télévision. Je m'excuse de m'apprendre à vous. Nous citer des anti-modèles. Ce sont les réalités africaines. Ce sont les réalités africaines. Je suis désolé aussi, Christophe. Dans tous les cas, ce sont les réalités africaines. Je me bats pour ça. Nous avons signé un accord et tout le monde demande qu'on applique l'accord. Et le PPRD, la majorité, a signé l'accord. Donc pour moi, je pars de l'hypothèse que le président Kabila ne pourra pas et ne se représenter et ne se représentera pas. C'est pour ça que nous nous battons. Avant que vous me disiez que vous vous battez pour qu'il viole la Constitution. Fermons la parenthèse. Donc, je veux vous dire ceci, qu'il faut déplorer ça. D'abord, ça suit la mémoire de Tshisekedi. Et puis, nous tous, pas vous, parce que vous avez choisi une profession qui est aussi noble que la profession politique, mais maintenant, c'est de nous, des politiciens. Ça nous ramène au bas de l'échelle. C'est de l'immaturité, et je m'excuse, je ne donne pas de leçons, peut-être qu'on parle aussi de moi de cette manière-là. C'est une mauvaise chose. Mais quoi qu'il en soit, il y a une loi, la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Indépendamment de ce qu'on peut dire sur les magistrats, ce sont les institutions de la République. L'exemple que j'ai donné pour renforcer la loi électorale, avec ces 4 partis UDPS, comment ça va se passer pratiquement? La première chose, il faut rappeler que quand il y a des conflits entre les partis, au sein des partis, c'est d'abord au premier degré les tribunaux de grande instance, au deuxième degré la cour d'appel. Ça, c'est 2. Dans la loi, il est dit que si plusieurs partis déposent des listes avec les mêmes insignes distinctifs, même drapeau, même couleur et tout, la CENI choisit celle qui est présentée par les ministères de l'Intérieur. Voici le problème. Mais c'est... J'en viens. Voici le problème. Premier problème, je viens de vous dire que s'il y a des conflits qui touchent à la loi sur les partis politiques, notamment les insignes distinctifs, parce que c'est interdit que 2 partis les portent, le juge, c'est le tribunal de grande instance, par les ministres de l'Intérieur. Deuxième couac, mais madame, le ministre de l'Intérieur, il appartient à un parti, c'est normal. Aujourd'hui, c'est le PPRD, demain, ça sera l'ADP, après-demain, ça sera les MLC. Il ne peut pas être jugé parti. Et aujourd'hui, nous allons vers là. C'est ce qu'ils ont prévu. Si la majorité ne veut pas de vous, ben, on va transmettre la liste que l'on veut. Et aujourd'hui, là... Soyons clairs. Moi, je vais être clair. Aujourd'hui, il y a risque que l'UDPS Tchibala soit favorisé. Il faut le dire clairement. Non, moi j'aime les questions directes. Donc aujourd'hui, par rapport à ça, par rapport à ça, aujourd'hui, c'est l'UDPS Tchibala qui part favori. Je ne fais pas de la langue de bois. Oui, vous avez raison. Exactement. Parce que au sein du G7, nous avons le même problème. Nous avons été créés il y a 2 ans. On a écrit au ministère de l'Intérieur. L'ancien vice-premier ministre Évariste Bouchard nous a répondu. Vous savez ce qui s'est passé? Nous n'avons eu la lettre qu'1 an après. Et pas même l'original. On s'est débrouillé, comme il y a des agents, des personnes qui sont des gens de bonne foi. Je dis, mais on vous a répondu. Et maintenant, on a écrit encore 3 fois. On ne nous répond pas, juste accusé de réception. On voit qu'il y a, ça sent le roussi. Donc ce que vous dites là, votre appréhension, elle est vraie. Mais vous savez, la vérité est têtue. Combien de fois l'UDPS a-t-elle connu des dissidents? Ce sont des problèmes internes et je respecte leur autonomie. Mais vous savez comment ça s'est soldé? La vraie UDPS a toujours existé. Etienne Tshisekedi. Et j'étais content d'entendre le fils Kibasa, vous n'avez pas de l'UDPS Kibasa, déclarer il y a quelques jours qu'il a rencontré Félix Tshisekedi et Jean-Marc Kabound pour voir comment reconstituer l'UDPS originale. Voilà, il faut encourager ça, pas ce qui se fait maintenant. Nous allons prendre vraiment le fait social parce que c'est vrai que nous sommes un peu trop noyés par la politique et aujourd'hui, en tout cas, Kinshasa ressemble malheureusement un peu à Djobourg. Il faut le citer, il y a trop de braquages aujourd'hui et la énième, c'était lors de l'inauguration, un jour après l'inauguration d'un nouveau supermarché vers l'avenue du 24 novembre. Excusez-moi, je ne connais pas le vrai nom ou l'actuel nom de cette avenue. Je ne sais pas si Alain Bolikango peut m'aider. 24 novembre, ça s'appelle comment maintenant?
Voilà, l'avenue de la Libération. Voilà, et le constat de la réhabilitation de la route Secomaf. Eh bien, c'est Noël, la fête de nativité. L'engouement est remarquable dans les rues de Kinshasa, en dépit des conditions de vie difficiles des Congolais dont le pouvoir d'achat a été amoindri. C'est le moment que choisissent également les braqueurs pour leur sale besogne. Ici, au supermarché Sudmart, situé sur l'avenue de la Gombe, à son croisement avec ex-24 novembre, des braqueurs ont fait irruption. Comme le montrent ces images, prises d'une caméra de surveillance, 4 à 5 personnes armées ont commencé par tirer en l'air, ce qui a créé la panique générale au comptoir. Les clients qui se trouvaient à l'intérieur se sauvent un à un et permettent aux assaillants de dépouiller la caisse. Comme vous le voyez à travers ces images, les braqueurs ont pris leur temps pour opérer. Ils pouvaient même s'occuper personnellement des caissiers jusqu'à faire entrer leurs mains dans les poches. Aucune intervention de la police n'est arrivée malgré les crépitements. Selon nos sources, tous les policiers qui étaient aux alentours, ainsi que des gardes du corps bien armés qui accompagnaient des autorités pour y faire des achats, ont fui. Les Wewa, qui étaient également stationnés sur place, ont abandonné leur moto pour fuir à pied. L'événement se passe à près de 200 mètres de la résidence du gouverneur de la ville de Kinshasa et à 300 mètres de l'inspection provinciale de la police, ce qui fait accréditer la thèse selon laquelle l'insécurité se portait bien à Kinshasa. C'est à 10 minutes après le départ des braqueurs qui ont opéré presque calmement, les interventions ont pu se signaler. Le bilan fait état d'une Congolaise atteinte par balle au mollet et un Libanais à la hanche. C'est depuis un mois que l'Office de voirie et drainage exécute les travaux de réhabilitation de la route Secomaf au quartier 9 dans la commune de Ndjili. Les agents de l'OVD s'adonnent présentement à la mise en forme de la route après l'avoir assainie. Une évolution qui réjouit. Na sepeli makasi ndenge l'État a sali musala parce a évité parce déjà na mois danger autoutu komona. Alors na ko sepela peut-être ceux qui sont makadam a bon ça pena biso bien pour tous à l'aise pour mbala simelo ko ko su ko zonga te. Donc par rapport à l'érosion, ils sont vraiment en parfaite sécurité. Là, je l'ai dit à cœur ouvert. Donc ils sont en sécurité maintenant. Ce riverain, quant à lui, déplore le non-respect des normes dans l'exécution des travaux. Je suis ravi de ce qui se passe ici. Malheureusement, la façon que les gens travaillent, c'est pas vraiment dans les normes. Parce que ça gêne la circulation. Ils devraient faire une partie et laisser la circulation d'autres parties. Mais ils utilisent les deux parties à une fois. Et pourtant, il y a des gens qui travaillent ici, il y a des véhicules qui passent, donc ça gêne la circulation, ça provoque des embouteillages. Pour rappel, la route Secomaf a été détruite le mois dernier par les eaux de pluie ayant causé de nombreux dégâts dans cette partie de la capitale de la RDC. Christophe Lutundula, je l'ai dit lors de l'annonce, est-ce que Kinshasa aujourd'hui devient une ville, en tout cas, où plein d'insécurité aujourd'hui? On ne peut pas être braqué comme ça à Kinshasa pendant la journée, cela ressemble, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Jobourg. Kinshasa commence à faire peur. Oui, depuis un temps, je n'ai pas la manie d'exagérer les choses, ça fait longtemps que ce problème se pose. Il y a d'abord les Koulouna. À un moment donné, le Centre Kanyama a fait un travail pour essayer de diminuer l'ampleur du phénomène Koulouna. Ça a repris. Et puis vous avez, moi j'ai vu les images sur ce braquage-là, c'est extrêmement grave. Et j'ai dit au gouverneur Kibuta, voici le défi. 11 ans, gouverneur. Il a battu le record, parce que même Njokoyo Baba, je ne crois pas qu'il a dépassé 6 ans. 11 ans, s'il vous plaît. Mais rien n'a changé, ça s'est empiré. La saleté dans beaucoup de nos avenues, et Kibuta nous dit que ce n'est pas sa faute, il faut payer les taxes, il faut payer les taxes pour que lui puisse travailler. Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne payez pas vos taxes et puis le pays ne peut pas inventer, il ne peut pas créer l'argent, soyons aussi honnêtes.
Nous vivons dans Kinshasa. Nous vivons dans Kinshasa. Tous les scandales de gestion dont vous, les journalistes, vous parlez à longueur de journée. Tous les scandales. L'arrestation du numéro 1 et du numéro 2 de la DGRK fait partie aussi. C'est trop tard, ça fait 11 ans quand même. Et puis on paie des taxes, vignettes et tout. Le vrai problème, c'est celui-ci. Lorsqu'un citoyen dans une république paie les taxes, il attend, ou les redevances, il attend en retour un service qui améliore sa sécurité, qui améliore ses conditions de vie, bref, qui améliore son bien-être social. Ça n'est pas le cas. Vous avez vécu longtemps en Europe. Moi, j'ai fait un temps pour les études. Mais laissons l'Europe parce qu'on va dire qu'Européen blanc. Il y a beaucoup de pays, vous n'avez pas d'Afrique du Sud. Il y a beaucoup de pays en Afrique ici. On paye et on voit le service. À un moment donné, ici dans la ville, je crus entendre ou parler à la maison de taxes pour les ordures ménagères, quelque chose comme ça. Mais vous payez, il n'y a pas la contrepartie. Il n'y a pas de service, alors on se pose des questions. Vous n'en parlez pas à l'Assemblée nationale? Non, ça relève de... Ça relève de l'Assemblée provinciale. Mais quand il s'agit, par exemple, comme vous le savez, il y a résurgence du choléra aujourd'hui à Kinshasa. Est-ce que vous n'en parlez pas? Même si ça relève de l'Assemblée provinciale, Christophe Lutundula, vous êtes quand même aussi député national. On ne peut pas avoir ce genre de maladie en République démocratique du Congo en pleine Kinshasa. Vous ne faites que m'appuyer. Et ce qui est dramatique, c'est que quand vous entreprenez une initiative de contrôle parlementaire, enquête, interpellation, tout ça, ça n'aboutit pas. Et aujourd'hui, c'est dommage, j'espère qu'on va revenir sur la loi électorale, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. On vous dit non, l'opposition ne veut pas aller aux élections. On cherche des manœuvres pour retarder les élections, mais bon sang. C'est pas parce qu'il y a des élections. Oui, vous faites des manœuvres. Quand on publie le calendrier, on a publié le calendrier, Christophe Lutundo. Qu'est-ce que le G7 fait? Est-ce que vous préparez vos élections ici à Kinshasa? Même s'il y a le... J'aimerais bien, du coq à l'âne, ça fait vivre l'émission. Est-ce que comme il y a le choléra, par exemple, à... Comment ça s'appelle, cette recoin de la capitale, au Kaluka, est-ce que le G7 ira au Kaluka pour préparer les élections et tout ça? Qu'est-ce que le G7 fait aujourd'hui pour préparer les élections? Le calendrier est déjà là. Hein? Vous me mettez très à l'aise. Hein? Donc, pour la question du choléra, c'est honteux qu'à quelque part de la présidente de la République, de la primature, de l'Assemblée, des institutions nationales, à quelque part du gouverneur de la ville, ce n'est que la ville, on est du choléra. Ça signifie que le pays est mal géré. Ça signifie qu'il n'y a qu'une solution, il n'y a qu'un remède. Il faut permettre aux Congolais de voter, d'élire de nouveaux dirigeants, j'espère au profil idoine, pour conduire de nouvelles politiques de développement, de nouvelles politiques sociales. Voilà en résumé. Juste cette élection. Mais madame, qu'est-ce que vous faites on me pose des questions. Oui. Ça me fait rire. D'abord, il faut savoir, ce n'est pas l'opposition. La majorité présidentielle a déjà son truc... Mais j'en viens. Est-ce que vous me laissez répondre? J'aimerais bien vous laisser répondre. Ce n'est pas à l'opposition qu'il revient de réparer les routes, de résoudre le problème de choléra, de donner de l'eau, de donner de l'électricité. Ça, c'est le monde à l'envers. Vous comprenez? Ce sont ceux qui gouvernent. Et ceux qui gouvernent... des pistes aussi pour mais attendez là. C'est ça le rôle de l'opposition. Mais attendez, laissez-moi terminer quand même. Donc, il faut que ce soit clair. Nous, pour le moment, nous avons le ministère de la parole avec des contre-propositions. Et je sais on a. Vous en faites des contre-propositions? Ah, mais oui, mais vous ne savez pas le débat à l'Assemblée nationale. On bloque tout. Voilà. Revenons à la question intéressante. Le G7. Mais nous sommes prêts pour aller aux élections. Vous savez pourquoi? Vous allez être sûr? Vous savez pourquoi? On dit non, hein, vous n'êtes pas sûr. Mais attendez un peu. Vous n'êtes pas prêt? Mais attendez. C'est une affirmation gratuite et grave. Vous m'avez posé la question, laissez-moi vous répondre. Qu'est-ce que vous faites? Nous avons un candidat à la présidence de la République. Moïse Katumbi. Vous savez bien que c'est impossible. Vous nous l'aurez. Vous nous l'aurez. Il ne reviendra pas. C'est l'erreur qu'a commis le MLC en 2011. Soyons clairs. Le MLC nous a dit Jean-Pierre Bemba sera notre candidat aux élections présidentielles. Jean-Pierre Bemba n'est pas sorti de là. Et vous le savez que Moïse Katumbi ne reviendra pas. Comment vous pouvez nous proposer Moïse Katumbi, s'il vous plaît? Soyons honnêtes. Oui. Mais laissez-moi parler. Je suis sidéré et révolté de vous entendre parler. Pourquoi? C'est la réalité, c'est ce que disent les gens. Vous savez pourquoi? Mais madame, vous avez la Constitution entre vos mains. Je m'excuse d'être un peu méchant. Mais pourquoi nous battons? Pourquoi on a étudié? Avons-nous étudié pour avoir des régimes qui sont à la limite des États voyous, des républiques bananières? Comment vous pouvez affirmer devant les Congolais qu'on peut vous prendre
vous jetez en prison, vous chassez de votre pays, vous privez de vos droits, et donc c'est bien. Je suis désolé. Et l'accord, parce qu'on nous dit qu'on applique l'accord, la décrispation, on nous dit qu'il y a l'état de droit, on nous dit qu'il y a l'indépendance de la magistrature. Il ne faut pas dire ça, madame. Ah non. Non, vous travaillez tout ça pour le retour de Moïse Katumbi. Ah non. Tout ce que vous faites, ce n'est que pour Moïse Katumbi. Laissez-moi, ne faites pas l'amalgame. Vous avez posé une question très pertinente. Je vais vous répondre. Il ne faut jamais dire ça. Parce que ce que vous dites, vous êtes de vedettes de la télévision. Vous êtes de meneurs de troupes. Vous êtes des leaders d'opinion. C'est comme si vous dites aux Congolais aujourd'hui, M. Lutundu, la chef de l'État, il ne veut pas que Paulette Kamutu soit député. Il dit, mais allez, Paulette, vous avez fait un accident, allez, j'étais là en prison, et donc il a bien fait. Ah non. Nous considérons que Katumbi n'a rien fait, les évêques ont fait un rapport, le comité de droits de l'homme a fait un travail, on a adressé à un gouvernement qui doit être un gouvernement de la République, qui respecte la Constitution, quoi qu'il en soit. Ne dévions pas. Nous avons un candidat à la présidence de la République, peu importe vos réserves. Mais je vous connais bien, vous ne soutenez pas l'arbitraire et la répression. Laissez-moi terminer. À part Moïse Katumbi, qui d'autre dans l'éventualité du non-retour de Moïse Katumbi. Nous ne sommes pas sous ce registre-là. Pas du tout. Il faut toujours avoir une autre carte. Le plan B, si Moïse Katumbi n'est pas là, qui peut prendre? Permettez, Pauline. Moi, je peux soutenir Christophe Lutundu, mais vous êtes là, vous êtes ici dans le pays. Pourquoi vous voulez Moïse Katumbi? Ne m'amenez pas. Nous avons fait un choix. Il n'y a aucune raison aujourd'hui que nous puissions donner l'impression d'être des gens immoraux, des gens qui ne respectent pas les paroles, des gens qui sont, si vous voulez, des gens dont la vénalité est tout à fait scandaleuse. C'est pas ça. 2. Nous avons un programme de gouvernement, je vous l'ai dit. C'est terminé aujourd'hui, je peux vous parler avec certitude. Il nous est resté à faire l'évaluation pour savoir, parce que c'est facile de dire on fera ça, on fera ça. Il faut dire combien ça coûte, comment on aura les ressources. Bientôt, nous allons présenter ça. 3. Nous n'avons pas encore eu de candidats aux législatives nationales. Pour quelles raisons? On attendait l'enrôlement, la fameuse loi. Et quand on va sortir l'annexe portant répartition des sièges, nous allons sortir nos listes et on est en train de s'organiser. 3. Il y a eu les élections, on a ouvert les élections provinciales, vous le savez, il y a 2 ans. Tous nos partis ont déposé des listes de candidatures avec des cautions. Et c'est pour ça que non remboursable en plus, il faut bien préciser. Là, il y a un problème. C'est pour ça que je vous disais qu'on revienne à la loi électorale. Je vous en prie. La loi actuelle a augmenté le taux de frais de cautionnement. $1000. $1000. Et c'est 1,6 million. Et dites-vous bien, ce sont les députés qui ont augmenté. Les membres du gouvernement ont maintenu le taux à $500. Je ferme la parenthèse. C'est comme si les députés de la majorité sont là et ils verrouillent tout parce qu'ils ont l'argent de l'État. Et vous autres qui êtes là, qui voulez être des députés, on vous bloque parce que vous n'avez pas l'argent, on vous paie des salaires de misère. Je ferme la parenthèse. Donc, aujourd'hui, le mode de calcul du cautionnement a changé. D'abord le taux et on tient compte non plus de la liste, mais du nombre de candidats présentés. Alors, dans la loi actuelle, on n'a rien dit de l'argent qui a été versé. À moins que l'on dise que l'État prend ça et nous estorque notre argent. On peut dire que c'est une question administrative parce que j'ai entendu... Combien à l'époque pour 500 $500 par liste. Alors, il y en a qui disent... Par liste ou par député? J'aimerais la... Par liste. Par liste. Ok. Maintenant, c'est par député $1000. Ce n'est plus par liste, hein? Non. Si il y a 10 sièges et que vous avez sur votre liste 10 candidats, vous payez $10 000. Wow. Vous comprenez? Suffrage censitaire. Wow. Alors, ce que je voulais dire, c'est ceci. Il y a des collègues qui ont dit, oui, c'est une question qui sera réglée par Corneille Nangaa Lasseni, la non-rétroactivité de la loi. Je veux bien, mais il y a quand même un problème. On devait avoir dans la loi, dans les dispositions transitoires, à mon sens, une disposition qui stipule clairement que les cautions qui ont été payées pour les élections provinciales demeurent valables. Et que la loi, la disposition sur les nouvelles cautions ne sont pas applicables. Vous voyez? Et que, donc, les partis, j'essaie d'expliquer l'idée,
Les partis ou les personnes qui ont payé ont le loisir d'actualiser, parce qu'il y a des candidats qui sont morts, il y en a qui ont quitté le parti. Ça n'a pas été fait. On a voté les choses d'art. Il y a une disposition légale. Il faut une autre disposition dérogatoire. Théorie de l'acte contraire du parallélisme des formes. On ne va pas dire que c'est une question administrative que la CENI va résoudre. Non, non, non. La CENI n'a pas à dire, n'a aucun pouvoir pour dire, Madame Paulette Kimutu, vous avez payé 500, vous gardez 500, alors que la loi dit non, maintenant c'est 1000. Il faut que la même loi prévoie une disposition dérogatoire. Voilà encore la question de la fameuse loi électorale. Donc vous êtes, question, avant de terminer, Christophe Lutundola, je sais qu'il y a beaucoup à dire. Question directe, vous êtes prête, l'opposition, le RASOP, le G7, prêt pour les élections? Le G7, prêt pour les élections? Nous sommes prêts pour les... Je parle du G7. Du G7. Du G7. Oui. Prêt pour les élections? Parce que nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Mais ce que nous disons, c'est ce que nous disons, madame. Et cela, peut-être le dernier mot, parce qu'on est à la fin. Le processus électoral qui a été engagé, on en parle, on en parlera toujours. Il y a toujours à dire. Mais moi, je voudrais appeler l'attention de ceux qui gèrent le pays et de nous tous sur ceci. Qu'est-ce qui va bloquer le processus électoral? Ce n'est pas la requête que les députés ou les Congolais vont déposer à la Cour constitutionnelle. Parce qu'aujourd'hui, j'ouvre la parenthèse de l'affaire, en fait, l'article 162, toute personne peut attaquer la loi électorale. Vous n'avez pas besoin d'avoir 50 signatures. Donc, ce n'est pas parce que nous allons entreprendre cette loi devant la Cour constitutionnelle que ça va retarder. Encore que le seuil ne sera appliqué qu'à la fin. Parce qu'il faut être voté, calculé. Le seuil ne sera appliqué qu'au mois de décembre. Donc, introduire le recours, nous avons 6 mois. Mais qu'est-ce qui va bloquer, Paulette? Premièrement, la disponibilisation des fonds. Toujours pas d'argent? Pas d'argent. La CENI a ramené le budget à, je crois, 432 millions de dollars. Cela veut dire que j'ai fait un petit calcul. Il faut que le gouvernement sorte pendant la durée de 6 mois, parce qu'on ne va pas sortir l'argent au mois de novembre, d'octobre. D'ici le mois de juin, le gouvernement doit s'engager à sortir 72 millions de dollars par mois. On n'a pas ce plan de décaissement. Et on nous dit toujours, il n'y a pas d'argent. Voilà le premier blocage. Ça ne dépend pas de l'opposition. Le deuxième blocage, c'est la décrispation politique. Parce que vous avez dit, est-ce que le G7 est prêt? Nous sommes prêts, mais pas d'élection pour les élections. Il faut que tout le monde use des mêmes droits, des mêmes libertés. Et pour nous, la décrispation, vous m'autoriserez de le dire, le retour de Katumbi en homme libre et en toute sécurité pour la campagne, la libération de tout ce qu'on a comme détenus politiques, le retour du corps d'Étienne Tshisekedi. On ne peut pas faire d'un corps un exilé politique. C'est immoral. Je ne sais de le dire à la télévision. Congolais, ce n'est pas dans notre culture. Nous allons terminer vraiment. S'il vous plaît, vraiment, la sécurisation des opérations électorales. C'est ça l'insécurité. Hein. Il faut la réorganisation de la CENI. Voilà. Encore? Vous voulez encore mais ça va prendre encore du temps. Je vais vous tranquilliser. Vous cherchez encore à gagner du temps. Mais comment vous dites comme ça, Paulette? Vous semblez être offensé. Vous avez oublié que la CENI, c'est le pouvoir organisateur. Vous avez oublié que de par la loi et la Constitution, Commission électorale nationale, c'est quoi? Indépendante. Nous avons besoin d'une CENI impartiale, indépendante, bien gérée. C'est pour cela que dans l'accord, la disposition est là, l'audit de la CENI, sa réorganisation, pour rassurer tout le monde, pour que la confiance revienne en la CENI. Parce que les élections, mes chers amis, c'est d'abord un problème de confiance. Il faut qu'en amont, toutes les dispositions soient prises pour éviter la violence électorale et post-électorale. La loi actuelle ne participe pas à la décrispation. La CENI actuelle ne participe pas à la décrispation. Et je termine, j'ai dit aux membres de la CENI, gardez votre langue en poche. Vous ne faites pas la politique. Il parle trop, selon vous. Nous allons terminer par le lancement d'Angosat. Comme vous le savez, l'Angola a lancé, en tout cas, sa fusée qui va aider par rapport aux médias en Afrique. Et nous allons parler du bilan, en tout cas, en petite rétrospective, en tout cas, dans les nets pour 2017. Voilà.
Un moment tant attendu pour les Angolais, le lancement du satellite Angosat 1 dans les orbites depuis le Kazakhstan. Il s'agit du tout premier satellite angolais et le troisième en Afrique, après Rascom et le satellite nigérian. L'événement se déroule depuis le Kazakhstan et très suivi en Angola et partout dans le monde, depuis la place marginale à Luanda où la cérémonie du lancement dans les orbites a eu lieu. Des milliers d'Angolais y ont élu domicile et même dans les ménages, personne ne voulant rater cet événement, retransmis en direct à la télévision nationale. Ici par exemple dans un foyer, l'attention est portée sur les avantages d'Angosat 1, expliqué par Gabriel Chabani. Le moment c'est la télévision, mais après nous allons aussi la télécommunication, nous avons le compagnie de télécommunication et nous avons tous les services connexes, l'armée, les sécurités qui ont besoin aussi de la malfaçon. La République démocratique du Congo qui a noué un partenariat avec Angosat 1 en octobre dernier à travers la Renatelsat et l'appui de son gouvernement venu à Luanda via le ministre des Médias et Communications Lambert Mende Omalanga en novembre dernier, compte aussi booster son secteur des télécommunications grâce à Angosat 1. Nous avons quand même réservé une bande passante plus grande pour permettre beaucoup de chaînes de télévision avoir l'accès aux satellites. Nós já fizemos uma reserva importante para permitir a todos os canais locais na RDC poderem então fazer uso desse novo serviço que Angola propõe. Et notre gouvernement n'a pas réservé seulement pour la télévision nationale. E o nosso governo não reservou não somente para os canais nacionais, mas também para os privados. Será só serviços de televisão ou há outros serviços em perspectiva? Est-ce qu'il sera seulement dédié aux services de télévision ou d'autres services privés? C'est la télévision. Por enquanto, a televisão, sim senhora. Après, nous allons aussi la télécommunication, nous avons des compagnies de télécommunication. Mas depois teremos a telefonia móvel. Et nous avons tous les services connexes, l'armée, les sécurités. E temos todos os serviços militares que têm a ver com o governo. Et ma compagnie est la compagnie qui a reçu le mandat de Infrasat. E a minha companhia, a minha empresa, que fez esse contrato com a Infrasat para comercializar o segmento espacial ao Congo, Brazzaville e Kinshasa e para além os outros países também. Ok, obrigado. Merci. Sim, senhor. Ok, então aqui palavras em direto do senhor Gabriel Chabani. Notons qu'Angosat 1 dans la zone RDC Congo-Brazzaville sera commercialisé par Gabriel Chabani, un entrepreneur RD congolais. Le buzz, une expression en vogue en 2017, voilà ce que recherchent les internautes et amateurs des réseaux sociaux. Des plateformes similaires à la presse au scandale, elles sont à la recherche de scoops, toute information est la bienvenue, voire même des rumeurs. L'année 2017 a vu l'émergence dans les réseaux sociaux des sextapes, entendez par là des vidéos exhibant la nudité des personnalités connues et peu connues. Des vidéos souvent réalisées pour nuire à une personne, pour la plupart des cas, des personnalités. Autre préoccupation, l'authenticité de ces images. Cependant, les conséquences restent évidentes, à l'instar du vice-ministre des PTNT qui a été révoqué du gouvernement à cause d'une sextape. Des journalistes aussi n'ont pas été épargnés durant l'année 2017. La dernière livraison de ces médias en ligne expose en cette période des festivités de fin d'année un homme d'État à travers une vidéo dont l'authenticité reste douteuse. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est tombé dans les filets des réseaux sociaux, une sextape qui contribue au buzz recherché par les médias en ligne. Victime et une certaine opinion réfutent parfois l'authenticité de ces images. Ces débats fait couler encre et salive dans les médias traditionnels comme dans les réseaux sociaux. Alors, quelle structure est censée attester la véracité d'une vidéo? Partout dans le monde, il existe des experts en la matière. En République démocratique du Congo, Gabriel Chabani, spécialiste dans la réalisation et le montage numérique, en est un, mais son expertise n'a jamais été sollicitée par les personnes lésées ou victimes, ou encore s'agissant des dossiers sensibles dans lesquels l'État est impliqué, en l'occurrence la vidéo très controversée du massacre des populations dans les Kasaï. À qui revient-il la tâche de confirmer ou d'infirmer la fameuse sextape attribuée à Cheo Kitundu? Pour l'heure, les internautes vident leur batterie des smartphones en se contredisant sur le sujet. Que dire des informations distillées sur Internet? En 2017,
les réseaux sociaux ont annoncé la mort de gens qui vivent encore aujourd'hui. Rumeur. Mais l'action des réseaux sociaux, sans dire que ça se résume dans la propagation des informations non vérifiées, les réseaux sociaux livrent parfois des informations viables. 2017 a aussi vu l'émergence de journaux en ligne, les cas de 7sur7.cd, actualité.cd et bien d'autres. Des sites qui informent en temps réel avec des informations sûres. Tout récemment, les réseaux sociaux et Internet ont annoncé un événement qui concerne la famille de Bruno Tshibala dans une affaire d'asile. Pourtant, aux affaires en RDC, Patrick Mutombo et la sœur du Premier ministre Tshibala auraient, à en croire les réseaux sociaux, demandé l'asile aux États-Unis. Ils accusent les pouvoirs de Kinshasa d'en vouloir à leur vie, raison avancée, pour obtenir l'asile aux USA. Photo à l'appui. Mais l'information est à prendre avec des pincettes. Comment Patrick Mutombo, lui qui est à Kinshasa et qui est même intervenu dans notre journal jeudi dernier, peut avoir son passeport aux États-Unis pour l'asile? Un grand point d'interrogation auquel seuls les internautes peuvent répondre. La RDC doit réfléchir sur la création d'une structure spéciale pour réguler les réseaux sociaux et attester la véracité des images et vidéos, comme cela se fait sous d'autres cieux. Christophe Lutundula, l'année 2017, on l'a vu sur les réseaux sociaux. Je sais que toi et moi, je peux te tutoyer. Nous sommes amis sur Twitter, nous sommes très réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, pour un politique, le réseau social est un danger ou c'est une opportunité? Ça dépend de la manière dont on les utilise. Ça peut être une opportunité, je dirais c'est une opportunité, mais qui exige un code moral. C'est pour ça que dans les pays qui sont plus avancés que nous, qui n'ont pas ce petit débat terre à terre, il y a déjà une réglementation. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'étais parmi les délégués de l'Assemblée nationale, l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne. J'y ai fait plus de 20 ans. Nous avons eu à prendre des résolutions sur l'utilisation de réseaux sociaux, de l'Internet en matière de terrorisme, en matière de l'éducation des enfants. Et je crois que là, il y a un problème. C'est de ce point de vue-là que l'on peut considérer, quand on voit ce qui se passe maintenant, on salue les gens gratuitement, on règle... Est-ce qu'il n'y a pas une loi prévue ici en RDC par rapport... Non, nous prenons les sextapes, par exemple, parce que on sait que le sextape, c'est nous qui fait le sextape, c'est pas que j'encourage ou que je défends, mais le sextape est fait dans un cadre privé, selon une certaine opinion. Est-ce que la faute, vous êtes juriste, je vous prends comme tel, est-ce que la faute revient à celui qui a réalisé ce sextape ou à celui qui a balancé ce sextape dans les réseaux? Et comment savoir si c'est un montage ou comment condamner? Est-ce qu'il y a déjà une loi par rapport à ça dans notre pays? Parce qu'aujourd'hui, on voit comment on livre, d'où Jésus Beledou l'a dit, on livre... les politiques, les journalistes, c'est pas de revenge porn, est-ce que c'est pas aussi un autre, c'est pas utilisé comme une arme, comme le viol aujourd'hui, le sextape? Vous êtes juriste, nous prenons ça dans cet angle-là. Oui, d'abord il faut dire que c'est vraiment, avant d'être juriste, je suis un chrétien, un parent. C'est vraiment le summum de l'immoralité. Et je suis peiné de voir qu'il y a des compatriotes qui recourent à ça, comme je le disais, pour régler de comptes, même au niveau politique. Ça, c'est mauvais. Que je sache, il n'y a pas encore une législation systématique consacrée en la matière. Vous avez atteinte aux bonnes mœurs, vous avez des infractions du genre, diffamation et tout, mais il n'y a pas une législation systématique sur cela. C'est le moment maintenant d'y penser. Je souhaite qu'au retour des élections, les collègues des parlements députés, moi je suis certain que je serai réélu, parce que je me bats pour ça. Il n'y a pas de raison pour que je ne sois pas. Il faut qu'on y réfléchisse. Député, ce n'est pas une carrière, donc fermons la parenthèse. C'est pas une carrière quand même aussi. Oui, mais c'est noble. Mais c'est noble. C'est noble. Okay, alors ce que je veux dire aussi, c'est une interpellation à tout le monde, y compris les scientifiques, qui font des inventions, les scientifiques qui peuvent nous trouver comment utiliser ces nouvelles technologies de communication pour en faire des instruments rentables
pour améliorer le bien-être de nos populations. 2 poids 2 mesures, selon une certaine opinion. Le ministre de Pete-Intika a été révoqué par rapport à son sextape. Mais chez Okitoudou, le vice-ministre de Pete-Intika à l'époque, le nom m'échappe, a été révoqué. Mais pourquoi pour chez s'attarde? Est-ce que c'est 2 poids 2 mesures par rapport à cette situation? Je ne sais pas. Mais je suis vraiment heurté dans mon fort intérieur. Et puis bon, parce qu'on veut parler de chez Okitoudou, il y a la présomption d'innocence. Nous avons une constitution. Pas la présomption d'innocence. C'est un crime. Le sextape est considéré comme un crime, un délit. Mais j'en viens. Vous m'avez posé la question. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de législation systématique. Ici, chez nous, pas encore. Il y a d'autres infractions que l'on peut dire, entre guillemets, apparentées. Mais vous avez vous-même évoqué la possibilité de montage. Et cela est vrai. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous avez vu ça. J'ai vu sur le WhatsApp Trump et Mme Hillary Clinton en train de danser la musique congolaise, de trémousser, la tête bouge, les pieds. J'ai difficile à croire que c'était montage. Vous croyez vraiment que... Mais je me dis, bon, Hillary n'a jamais été ici, Trump non plus. Quand est-ce qu'ils ont eu à danser Zaïko ou JB Mpiana ou je ne sais pas qui? Donc, tout est possible. Et moi, je dis qu'on n'a pas à déverser tout sur M. Okitoudou de cette manière-là. Il jouit de la présomption d'innocence et il y a tout ce qui peut se faire. Certainement que c'est un règlement de compte interne, parce qu'il ne faut pas oublier que là-bas chez eux, parce qu'on va parler des élections, la guerre du Dauphinat, vous comprenez. Et donc, il faut prendre ça avec des pincettes, mais je déconseille ça à la classe politique congolaise, à l'élite congolaise de manière générale. Que tout le monde réfléchisse et voir comment on peut arriver, vous, les hommes et les femmes des médias, nous les politiques, le professeur d'université, les sociologues, tout le monde. Parce que ça, c'est la destruction de la société. La destruction de la société, c'est ce qui se passe maintenant. Dominique Strauss-Kahn en a payé les frais. Pour lui, ce n'était pas un sextape, voilà. Mais il en a payé le prix fort quand même. Donc, un mot, nous sommes à la fin, nous allons clôturer cette année 2017. Un mot, Christophe Lutundula. Moi, je dis que j'ai confiance en l'avenir de notre pays. Le G7 aussi. Mais comme j'ai eu à l'écrire dans un tweet, lorsqu'un peuple n'a pas une conscience aiguë de sa condition misérable, il n'atteint pas le seuil de la révolte par rapport à ça, il est difficile de faire bouger les lignes. C'est Sankara qui nous disait que, bon, chien esclave ne veut pas enlever les chaînes, vous pouvez tout faire, ça ne se fera pas. En tout cas, je pose cette question, le Congolais est passif, le Congolais je sais que ça a déchaîné des passions, j'ai eu des réponses dans tous les sens. Mais moi, je voudrais provoquer un électrochoc. Ça n'est pas suffisant, notre engagement aujourd'hui, quels que soient les bords où on se trouve, majorité, opposition. Notre pays, je le répète, est au bas de l'échelle. Ça n'est pas normal, notre situation. Nous avons tous les atouts, humains, matériels, ressources naturelles. Mesdames et messieurs, il faut que l'année 2018 soit véritablement l'année où tout le monde prend son élan pour les changements. Et cela est faisable. Et je finis toujours avec vous en m'adressant à Joseph Kabila. C'est lui qui est l'instrument de pouvoir. Nous pouvons nous deux parler ici, matin, midi, soir. Nous avons peu de chances d'échanger. Jusque-là, c'est lui qui est l'instrument de pouvoir qui peut débloquer la situation. S'il vous plaît, président Kabila, laissez à ce pays un bon souvenir. Que chaque fois qu'on évoquera votre nom, ce sera pour la gloire. Et c'est ça qui fait l'homme d'État. Je sais qu'en Afrique, en particulier en Afrique centrale, on considère que l'exercice du pouvoir, c'est le stade suprême de la jouissance de la vie. Il n'y a pas de vie si elle n'est pas partagée. Il n'y a pas de vie pour un homme d'État s'il ne laisse pas de traces. Autrement, on n'aurait pas, jusqu'à ce jour, parlé de Lumumba, de Mandela et consorts. Donc, chers compatriotes, allons aux élections, exigeons les élections, décrispation. Nous devons tous aller voter de nouveaux dirigeants avant la fin de cette année qui va commencer. Merci Christophe Lutundula et bonne année pour l'an 2018. J'espère en tout cas que ça ne sera pas la dernière fois que vous viendrez à cette émission. Merci donc à toute l'équipe technique et au nom de Gabriel Chabani et Gilbert Viladi, nous vous présentons en tout cas nos vœux le meilleur pour cette année qui commence. Merci à Rassis, merci à Alain Bolikango, à Papi Mondeke, à toute la rédaction de Congo Web Télévision qui, grâce à elle, nous avons Info 7
17 chaque dimanche. Merci aussi à mes partenaires, moi j'ai dit entre guillemets, qui me permettent d'être à la page. Je ne les oublie pas. Actualité.cd, 7sur7.cd, time.cd, congolais.cd. Merci à vous les médias en ligne et merci en tout cas pour votre travail assidu. Merci encore une fois de plus à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Mais comme l'a dit Christophe Toudoula, faisons attention avec ces médias, faisons attention avec ça, que ça soit une opportunité et pas en tout cas un moyen de déchéance sociale. Nous nous retrouverons avec le même plaisir en 2018 et à bientôt.